Bonjour Marie-Luce. Alors, un grand merci de me recevoir pour cette interview. Ton livre m'a interpellée à plusieurs moments. Je dirais que je le trouve touchant dans tous les sens du terme. Touchant parce que tout d'abord, il témoigne d'une partie de ton histoire personnelle. C'est assez émouvant. Et ensuite, touchant parce que je pense qu'il va toucher et aider beaucoup de personnes qui tournent encore en rond dans leur vie, dans leur choix de vie. Ce n'est pas ton premier livre puisque tu as déjà publié Tout ce qu'il faut savoir pour attirer l'amour dans les éditions Dauphin Blanc. Et donc ça c'est un véritable cadeau pour les âmes en peine. Nous nous sommes connus grâce à ton chemin de vie en quelque sorte puisque tu enseignes ici à Horizon 347 avec Alain Lozier la programmation neurolinguistique et la loi d'attraction et donc c'est ici donc que nos chemins se sont croisés. Tout à fait. Et donc voilà, j'aurais voulu te poser quelques questions. Est-ce que tu acceptes donc de répondre à ces questions? Ben oui, avec grand plaisir. Merci. Oui, merci. Tu parles donc beaucoup de l'âme dans ton livre, de l'évolution de l'âme et de la mission de l'âme dans sa réincarnation. Peux-tu nous dire comment tu définis l'âme? Oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, l'âme pour moi, je prends toujours un peu cette image d'un iceberg. Donc je pars du principe que nous sommes comme un iceberg et la petite pointe qui sort de l'eau, qui émerge de l'eau, en fait représente notre corps physique et notre mental. Et pour moi, l'âme représente plutôt toute la grande partie de l'iceberg qui est enfouie sous la mer, mais qui est effectivement très importante aussi et qui est la base de tout. Et donc pour moi, l'âme, c'est cette incarnation dans un corps qui nous guide, ce qu'on appelle parfois aussi par l'intuition, mais qui nous guide aussi par les événements de vie qu'on rencontre. Et comme tu le disais très bien aussi dans ton livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, à un moment donné, je pense que l'âme va nous pousser à dire « ça suffit ». Je n'ai plus envie de vivre telle ou telle difficulté. Et lorsqu'on est à l'écoute de cette âme, on se rend compte qu'effectivement il y a des choses dans la vie dont on peut devenir entre guillemets maître, c'est-à-dire qu'on peut décider soit je continue à fonctionner d'une certaine manière qui ne me convient plus ou qui me convient à des périodes et qui ne me convient plus, soit j'écoute ce qui est vraiment mon moi intérieur parce que l'âme c'est ça, c'est notre moi profond. C'est comme on dit dans la loi d'attraction, c'est qui je suis vraiment et qui nous pousse justement à évoluer. Je pense que l'âme, c'est la partie de nous qui est là pour d'abord être heureux, pour vivre le bonheur, l'abondance, mais aussi justement pour évoluer quand on s'éloigne de cette abondance, de ce bonheur. Donc pour moi, c'est un petit peu aussi comme la métaphore de... Il y a l'océan, on parle beaucoup de ça en loi d'attraction aussi, il y a l'océan et l'âme est une goutte de cet océan qui s'incarne au moment de la naissance. Et pourquoi est-ce que je parle de mission de vie? Bon, il n'y a pas que moi qui en parle, mais j'en parle beaucoup dans le livre, parce qu'à un moment donné, cette âme nous donne comme un rendez-vous pour dire « mais est-ce que tu es bien sur le chemin qui te convient le mieux ?» Ou est-ce qu'il y a des choses à amener dans ta vie, à changer pour évoluer, pour grandir et pour être encore mieux après, plus heureux et surtout beaucoup plus unis entre cette petite partie de l'iceberg qui sort, qui est notre mental plus et notre moi physique, et la grande partie qui est l'être que nous sommes vraiment. Et quand les deux sont alignés, c'est que du bonheur, bien évidemment. Une très très belle définition de l'âme. Donc, en fait, nous rencontrons et nous répétons souvent des difficultés dans notre vie quand nous ne sommes pas sur ce chemin que l'âme nous pousse à prendre. Et donc, il m'est venu une petite question qui me dit, tiens, mais où se trouve donc notre libre arbitre? Oui. Moi, je pense que le libre arbitre, c'est la conscience que nous avons, la prise de conscience. C'est cette capacité que nous avons à un moment donné de décider. Je me laisse balloter par les événements, donc quelque part, je choisis.
de ne pas bouger, de ne pas changer par peur ou parce que je ne suis pas encore prête pour le faire, où le libre arbitre justement à un moment donné nous dit voilà, je prends conscience qu'il y a des choses qui me conviennent mieux dans la vie, où je prends conscience de certaines lois universelles comme la loi d'attraction, où moi je crois beaucoup dans la loi du karma, mais le karma positif, le karma évolutif. Et ce libre arbitre, c'est à un moment donné, voilà, je prends conscience, je me responsabilise par rapport à ce que je vis et je décide de changer. Donc est-ce que face aux événements de la vie, est-ce que je relève le défi ou est-ce que je subis plutôt les choses? Donc moi je pense que justement rien n'est prédestiné. J'ai un peu cette image qu'on vit, on peut vivre le même événement à différents niveaux de conscience. Donc par exemple, si je vis une difficulté relationnelle dans mon couple, est-ce que je vais la vivre au premier niveau de conscience de me plaindre en me disant que rien ne va, que je suis victime? Ou bien est-ce que je vais plutôt la vivre dans un niveau de conscience où je pourrais me dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe chez moi dans ma relation à l'autre qui fait que ça ne fonctionne pas, ou qu'est-ce qui se passe chez l'autre et qu'allons-nous faire pour, au travers de cette difficulté, grandir tous les deux pour être gagnant-gagnant. Ok, oui, oui, oui. Alors, j'aime aussi beaucoup le concept de la nouvelle sécurité, comme tu l'appelles, qui explique en fait que quand on a subi une difficulté, quand on a vécu une difficulté et qu'on peut la surmonter, oui, on est toujours capable à l'avenir, si elle se représente, de la surmonter à nouveau. Or, souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a un échec, quand on subit un moment très très difficile dans la vie, on ne sait plus très bien vers où se tourner, on est bloqué, on a peur et on est immobile. Oui. Alors, comment sortir de cette peur pour aller vers cette sécurité? Oui, oui. Donc, pour moi, la sécurité, ça se traduit plutôt par une force qu'on a en soi. Parce que quand on a vécu des difficultés et qu'on a pu s'en sortir, à ce moment-là, on se dit, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours. Alors qu'on ait peur par rapport à ces difficultés qui se sont présentées et qui pourraient donc encore revenir, je pense que c'est quelque chose de tout à fait humain. Moi, je pense que la peur est une bonne chose. Il y a des bonnes peurs et il y a des peurs qui nous paralysent. Donc que j'ai peur à un moment donné, je pense que c'est logique. Mais quand la peur est trop grande et qu'elle me paralyse, à ce moment-là, cette peur est inutile. Parce que très souvent, cette grande peur, tout ce scénario qu'on se fait, où 8 fois sur 10 ne se produit pas. Alors moi, je pense qu'une des façons de dépasser cette peur, c'est d'augmenter la confiance en soi. Et de développer très fort la confiance dans la vie, la confiance en l'univers. Moi, je sais que le jour où j'ai compris, avec du recul, hein, pas au moment où j'étais dans les difficultés, mais avec du recul, quand j'ai compris le message des difficultés que je vivais, mon entourage était assez étonné, mais je disais, mais finalement, cette difficulté que j'ai vécue, par exemple, en perdant les enfants avant qu'ils arrivent à terme, cette difficulté, mais c'était une chance pour moi, parce qu'elle m'a changé, parce que je suis beaucoup mieux aujourd'hui que je ne l'étais avant. Donc à ce moment-là, la peur diminue plus, je dirais. Et ce qui m'a énormément aidé, c'est aussi la thérapie, la PNL humaniste, la loi d'attraction, parce qu'au travers de toutes ces approches, j'ai surtout appris que à partir du moment où j'ai confiance en moi, rien ne peut m'arriver puisque tout est en moi. Ouais. Puisqu'on dit que quand une personne a une difficulté, si elle l'énonce, c'est ce qu'on fait en coaching, elle a une difficulté, donc elle a la solution en elle. Et au travers de la loi d'attraction, on dit très bien, mais quand on est relié à la source, l'univers est là, et l'univers est là, ben, comme l'âme, hein, pour notre bien et pas pour notre mal. Donc je pense que le fait à un moment donné de comprendre tout ça, et aussi au travers de la mission de vie, de se dire mais si mon chemin est par exemple d'apprendre à mieux communiquer avec l'autre pour éviter les problèmes de couple, je sais quel est le chemin, donc je sais que les changements que je vais mettre en place ont un sens. Oui. Et le fait que ça a du sens, mais ça aide à surmonter la peur. Et à un moment donné, ben on se dit, voilà, je me jette à l'eau, j'y vais, de toute façon je n'ai plus le choix.
parce que stagner ou revenir en arrière, ce n'est pas le mieux. Ce déclic, je dirais, il faut se faire accompagner. Je pense, quand on est dans la peur, difficile de s'en sortir seul quand même. Oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Le coaching peut énormément aider dans ce cas-là. Soit de se faire accompagner, ou parfois des personnes s'en sortent très bien en lisant un livre, en assistant à des conférences. Mais c'est clair que le coaching, ça c'est une aide précieuse, parce que ça permet d'abord de mettre des mots en confiance, sans se sentir jugé. Ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à avoir des peurs ou des difficultés. Et aussi, ça nous permet de découvrir d'autres façons d'agir et comment rassurer nos peurs et comment mettre en place une écologie pour que le changement se passe le mieux possible. Le mieux possible, tout à fait. Tu as rencontré donc une astrologue karmique pour connaître ta mission de vie. Quel autre moyen pouvons-nous utiliser dans ce but et quelles sont les étapes par la suite? Moi, je pense que l'astrologie, ça permet de gagner du temps. Moi, en tout cas, ça m'a permis de gagner du temps, parce que l'analyse que l'astrologue m'a fait à cette époque, en une séance d'1h30, j'avais compris beaucoup de choses. Mais je pense aussi que, par exemple, un travail sur soi-même, une réflexion par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux événements qu'on rencontre. Je souris un peu parce que je me rappelle avoir eu il y a des années un monsieur qui venait en coaching de couple et qui me disait: Madame Doche, voilà, c'est ma 5e partenaire, ça ne va toujours pas, donc je me dis qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas chez moi. Et donc la répétition des événements, donc c'est aussi un moyen de découvrir la mission de vie, c'est de se rendre compte, voilà, un événement, 2 fois le même événement, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a probablement un message à comprendre. Je pense que la spiritualité aussi permet, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à l'époque des deuils, c'était le bouddhisme tibétain, mais non pas l'aspect religieux, mais plus la philosophie de vie, qui amène justement à se connaître. En lecture que tu as fait ça? Moi, c'était en lecture, mais j'ai aussi, je me suis beaucoup intéressée au Dalai Lama, donc j'ai suivi certains enseignements, et le fait de comprendre certaines choses dans le mode de fonctionnement de la vie, ou comment moi je fonctionnais, la psychothérapie aussi m'a beaucoup aidé à trouver cette mission de vie. Mais je pense que ça passe quand même principalement par un arrêt à un moment donné, une observation de ce qu'on vit et chercher à faire des rapprochements aussi. Est-ce que le livre que tu as écrit était une narration de ton parcours, ou est-ce que le livre fait en partie lui-même, est-ce qu'il fait partie de cette découverte de ta mission de vie? Tu veux dire que le livre, je l'ai écrit après la découverte de la mission de vie. Est-ce que tu estimes que tu as affiné ou parfait ta mission de vie en écrivant le livre pour que ce soit bien clair, ou bien c'était Non, clair? c'était déjà clair avant. C'est juste la narration de ton parcours. En fait, pour moi, c'était très très clair, et quand j'ai eu l'envie d'écrire, ce thème qui est le thème qui me tient le plus à cœur, mais j'avais envie d'écrire sur ce thème, j'avais envie de communiquer. Parce que moi j'estime avoir une chance au moment où j'ai vécu mes événements difficiles de trouver cette mission de vie, parce que c'est ce qui m'a permis de renaître. Sinon je pense que j'aurais fait une dépression dont je ne me serais peut-être même pas sortie d'ailleurs, parce que à ce moment-là je me disais: mais à quoi bon vivre? La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Et c'est le fait de comprendre que ma mission de vie n'était peut-être pas les enfants, mais qu'elle était plutôt dans la transmission, dans la psychologie, dans le coaching, la spiritualité, qui a donné un nouveau sens à ma vie. Et ça, j'ai vraiment eu envie de le transmettre aux lecteurs et aux lectrices, et beaucoup des personnes qui lisent le livre et qui m'envoient des messages me disent que c'est ce qu'elles ont aimé, ça leur a permis aussi, elles à leur niveau, de comprendre pourquoi elles vivaient certains événements, et du coup elles comprenaient beaucoup de choses qui quelque part leur donnaient une nouvelle direction dans leur vie.
Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est le lâcher-prise et en quoi il est important pour vivre sa mission? Le lâcher-prise, ça c'est l'histoire de toute une vie, si pas de plusieurs. Moi, je pense que le lâcher-prise, c'est arrêter de s'obstiner face à quelque chose qui ne fonctionne pas ou face à quelque chose qu'on ne peut de toute façon pas changer. Moi, j'aime beaucoup la loi d'attraction, la PNL, etc. Et je me dis toujours, quand je veux quelque chose et que ça ne se met pas en place, je vérifie, est-ce que j'ai les bonnes croyances, est-ce que je suis la personne bien alignée par rapport à mon projet. Et si ça ne se met pas en place, je me dis toujours, c'est parce que soit quelque chose de meilleur arrive après, soit que c'est pas fait pour moi. Donc ça, je pense que c'est lâcher prise, c'est ne pas vouloir s'agripper désespérément, et c'est justement utiliser ce que je disais tout à l'heure, ce fameux libre arbitre, qui est cette conscience de, ben oui, ça me convient ou non, ça ne me convient pas, ou ça ne se met pas bien en place. Eh bien, moi, quand les choses ne se mettent pas bien en place, je prends plutôt ça comme des petits signes, des panneaux indicateurs, des coïncidences qui me font dire Marie-Luce, arrête de t'obstiner, lâche prise, arrête de t'accrocher. Et forcément, ça libère un maximum d'énergie, ça apporte beaucoup plus de bonheur au quotidien. Et de nouveau, parce que ce lâcher-prise donne un sens à ce qu'on vit. Oui. Et ça te permet de voir peut-être mieux aussi ce qui t'attend ou les opportunités qui passent. Oui. Le train qui passe. Le train qui passe, oui. En quoi est-ce que la programmation neurolinguistique et la loi d'attraction que tu enseignes, en quoi peuvent-elles nous aider à la découverte de notre mission de vie? Alors, je vais commencer par la loi d'attraction. Je pense que la loi d'attraction nous dit justement, prenons conscience que nous faisons partie d'un tout. Nous ne sommes pas un élément isolé, nous sommes cette goutte d'eau de l'océan, donc ça veut dire que quelque part tout est en nous et que nous sommes reliés au tout, à cet océan. Donc tout ça est évidemment basé sur des croyances. Ce sont des croyances moi que je partage, mais je ne veux pas les imposer à tout le monde. Mais ces croyances me permettent à ce moment-là de plus facilement aussi faire mes choix de vie, de plus facilement aussi m'ouvrir à la vie. Et la PNL humaniste, moi dès le début, j'ai trouvé beaucoup de points communs entre la PNL humaniste et la loi d'attraction, parce qu'au travers des fameux niveaux logiques, elle nous dit, pour atteindre un objectif de vie, pour être heureux dans la vie, être dans le bon environnement, oui, ça aide, avoir les bons comportements, les bonnes capacités, mais surtout être bien aligné par rapport à qui je suis pour vivre les choses. Donc du coup, qu'est-ce que je crois par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je vis, par rapport à l'environnement, donc le monde, l'univers dans lequel je suis. Et aussi, à quoi ça va me servir? Donc c'est le fameux pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif. Donc en fait, là, c'est la mission que je me donne. Et ça, moi, je le relie très fort à la mission de vie, parce que moi, par exemple, ça fait, je dirais, une bonne vingtaine d'années, 27 ans, je crois que je suis consciente de cette mission de vie. Et c'est ça qui m'a toujours motivée à avancer. Et régulièrement, je fais le point et je vérifie. Je me dis, tiens, est-ce que les choix que j'ai faits, professionnels et autres, étaient les bons choix? Je me dis oui, effectivement, ils sont totalement alignés. Et ensuite, la spiritualité, le lien aux autres. Mais en quoi est-ce que ma mission me permet de contribuer à apporter quelque chose? Donc je pense que ces philosophies de vie, pour moi ce sont des philosophies de vie aussi, la loi d'attraction, la programmation neurolinguistique, nous permettent aussi de définir cette mission de vie à un moment donné, quand on est vraiment bien, ce que j'appelle bien aligné. Et ça s'apprend. Ce sont des choses qui s'apprennent aussi avec un coach ou en formation ou au travers de magnifiques livres dont on dispose aujourd'hui. Marie-Luce, encore une fois, un énorme merci. Cette interview, je pense, va décider encore peut-être les personnes qui hésitent
de prendre conscience de leur itinéraire de vie. Je pense que ça va encore peut-être leur permettre d'affiner leur choix aussi. Donc je vous conseille de vous procurer donc ce livre Itinéraire d'une mission de vie de Marie-Luce Dosch. Vous lirez ce livre avec passion, avec l'envie de découvrir sans cesse la suite, et vous le terminerez avec le grand bonheur d'avoir fait un pas supplémentaire vers la découverte de vous-même. Merci Marie-Luce. Merci à toi, Bernadette.